Juste un mot avant de vous parler de Platon. Aidez-moi à faire de Paroles de philosophe une grande chaîne d'éducation populaire. Rejoignez-moi sur Patreon, vous aurez accès à toutes mes nouvelles vidéos en avant-première et sans interruption publicitaire. Pour vous remercier de votre contribution, votre nom apparaîtra au générique. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'amour selon Platon. Et à peine ai-je prononcé le mot amour et le nom de Platon que l'on pense évidemment à l'amour platonique. Par amour platonique, on entend bien sûr un amour chaste, dénué de toute sensualité et de tout rapport physique. Bref, un désir amoureux qui existe entre deux personnes, mais qui ne passe jamais à l'acte, qui ne se consomme pas et qui se maintient donc, aussi intense qu'il puisse être, au stade du désir. Alors, si maintenant je vous dis que le meilleur moyen de comprendre l'amour selon Platon, c'est de partir d'une grande histoire d'amour charnel, comme par exemple celle qui est racontée dans le film de Clint Eastwood Sur la route de Madison, si je vous dis que la relation que vivent les deux amants dans ce film est une très bonne illustration d'un amour réellement platonique, vous allez penser qu'il y a là une contradiction. En effet, la relation passionnée que vivent pendant quelques jours Robert Kincaid et Francesca Johansson dans La route de Madison semble être exactement l'inverse d'un amour platonique. Ce n'est pas un amour entre deux esprits, ce n'est pas un amour idéal, ce n'est ni un rêve ni un fantasme, et ce n'est certainement pas un amour chaste. C'est au contraire l'une des histoires d'amour les plus charnelles qui ait été portée à l'écran. Alors, pourquoi vous ai-je dit que cette histoire était une parfaite introduction pour comprendre la conception platonicienne de l'amour? Eh bien, tout simplement parce que le cœur de cette histoire, ce n'est pas la passion amoureuse entre les deux personnages. Cette histoire, c'est surtout celle de leur séparation. C'est avant tout l'histoire d'un amour impossible. Et ce n'est pas parce que Francesca est une femme mariée, une mère de famille qui ne veut pas quitter son foyer. Mais c'est une histoire d'amour impossible parce que, au moment où l'amour entre Robert et Francesca atteint son point le plus intense, au moment où ils sont sur le point de s'enfuir ensemble, Francesca pose la question qui va tout faire basculer. Notre amour peut-il durer ? Et c'est justement parce qu'elle pense que ce n'est pas possible, qu'un tel amour ne peut pas durer, que Francesca décide de ne pas suivre Robert et de vivre le restant de sa vie dans le souvenir de leur histoire qui n'aura duré que 4 jours. Et pour comprendre pourquoi Francesca pense que cet amour ne peut pas durer, il faut connaître la théorie platonicienne de l'amour. Pour la résumer très simplement, cette théorie part du principe que tout amour est l'expression d'un désir et que tout désir est l'expression d'un manque. Nous aimons ce que nous désirons et nous désirons ce qui nous manque. Jusque-là, rien de très original. Si vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous avez le coup de foudre, c'est évidemment parce que vous n'êtes pas déjà en couple avec cette personne. Le coup de foudre, c'est ce qui arrive avant une relation, pas pendant une relation. D'ailleurs, en anglais, l'expression coup de foudre n'existe pas. On emploie à la place l'expression love at first sight, c'est-à-dire l'amour dès le premier regard. Et c'est une expression qui est beaucoup plus juste, parce que le premier regard, c'est toujours un regard que vous jetez sur quelque chose que vous n'avez pas. Et lorsqu'une personne vous subjugue dès le premier regard, il va de soi que si elle vous bouleverse autant, c'est parce que vous ne possédez pas encore son amour. Or, si comme le soutient Platon, l'amour est désir et le désir est manque, que va-t-il se passer ? Eh bien, 2 possibilités. Commençons par la plus triste. La personne que vous désirez ne vous désire pas en retour. Et dans ce cas, elle continuera à vous manquer. Et donc, vous souffrirez de ce manque. Deuxième possibilité,
la personne que vous désirez vous désire elle aussi. Et dans ce cas, l'histoire d'amour peut commencer. L'histoire d'amour, c'est-à-dire la joie provoquée par la fin du manque. La personne que vous désirez ne vous manque plus, puisqu'elle est avec vous. Et là, c'est merveilleux, c'est le grand amour. Sauf que, si la personne que vous aimez ne vous manque plus, alors vous ne pouvez plus la désirer comme avant, puisqu'on ne peut désirer que ce qui nous manque. Alors bien sûr, il faut nuancer. La personne que vous aimez vous manque quand elle n'est pas là. Et c'est pourquoi le mot que se disent le plus souvent les amoureux quand ils sont séparés pendant quelque temps, c'est « tu me manques ». Tu me manques, c'est-à-dire que même si tu es présent dans ma vie, ton absence physique crée un sentiment de vide et de manque. Comme s'il me manquait une partie de moi-même. Comme si j'étais quelqu'un d'incomplet quand tu n'es pas avec moi. Et d'ailleurs, les amoureux le savent bien. C'est quand celui qu'ils aiment n'est pas là qu'ils ressentent souvent l'amour le plus intense. Précisément parce qu'ils éprouvent à nouveau la torture provoquée par le manque de la personne qu'ils aiment. Ce qui montre bien que l'amour de quelqu'un se nourrit toujours du manque de quelqu'un. Et donc, lorsque la personne que nous aimons ne nous manque plus, qu'elle ne nous manque plus parce qu'elle est là, eh bien, fatalement, l'amour que nous ressentons ne peut que diminuer progressivement. Car plus le manque diminue, plus l'amour diminue. Et lorsque le manque finit par s'éteindre, l'amour aussi, du même coup, finit par s'éteindre. Et voilà précisément ce que redoute le personnage de Francesca dans La route de Madison. Elle redoute, en suivant le photographe Robert Kincaid, qu'elle aime passionnément, ressentir peu à peu son amour diminuer et finalement disparaître. Et ça, elle veut l'éviter à tout prix. L'idée que son amour pour Robert puisse diminuer, voire disparaître, lui est tellement intolérable qu'elle préfère vivre la souffrance, le déchirement de leur séparation, plutôt que l'extinction de son amour. Et d'ailleurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes, si ce film nous a tellement émus, si nous nous en souvenons comme l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma, c'est justement parce que les deux amants ne s'enfuient pas ensemble. Ce serait trop facile, parce que ça arrive tous les jours. Au contraire, l'histoire racontée dans Sur la route de Madison est l'histoire d'une transformation, d'un passage d'un amour charnel à un amour spirituel. Et ce passage de l'amour charnel à l'amour spirituel est un résumé fulgurant de la philosophie de l'amour exposée par Platon dans son dialogue Le Banquet, composé au IVe siècle avant notre ère. Alors, avant d'entrer dans les détails, commençons par dire que ce dialogue ressemble fort peu aux autres dialogues de Platon. Par sa forme d'abord. Le Banquet n'a rien d'un dialogue pédagogique rigoureux dans lequel Socrate conduit ses interlocuteurs à travers un raisonnement méthodique. Au contraire, il s'agit d'un dialogue parfois comique qui se déroule pendant un repas, au cours duquel les convives sont invités à faire, à tour de rôle, un éloge de l'amour. Parmi ces éloges, deux constituent le cœur du dialogue. L'éloge prononcé par le poète Aristophane, ainsi que celui prononcé par Socrate. Et celui que l'on cite le plus souvent, quand on garde quelques souvenirs des cours de philo qu'on a suivis au lycée, c'est le discours d'Aristophane. Alors, revenons sur ce discours que vous connaissez probablement déjà, puisque c'est ce passage du banquet qui a donné naissance à ce que l'on a appelé le mythe de l'androgyne. À l'origine, selon Aristophane, les humains étaient des êtres complets, des androgynes à la fois masculins et féminins qui possédaient dans un seul corps toutes les caractéristiques physiques des hommes et des femmes. Ils étaient donc complets en eux-mêmes et ils n'avaient pas besoin d'une autre personne pour se sentir entiers. Ils étaient donc des êtres puissants, tellement puissants qu'ils décidèrent de s'en prendre aux dieux. Si bien que Zeus, craignant leur pouvoir, décida de les punir. Mais plutôt que de les détruire, il préféra
les diviser en deux. Et depuis ce jour tragique, chaque moitié androgyne erre dans le monde en quête inlassable de sa partie manquante. Car même si nous avons la chance de trouver notre âme sœur, et que nous pouvons bien sûr connaître l'amour physique avec notre moitié, nous ne pouvons pas nous réunifier totalement avec elle. Nous ne pouvons plus redevenir un seul et même être. Ainsi, chaque échange d'affection, chaque baiser, chaque étreinte est à la fois une euphorie de l'amour trouvé et un rappel poignant de notre unité perdue. Et c'est ce qui explique notre conception mélancolique de l'amour. Voilà pourquoi les grandes histoires d'amour que nous connaissons sont toujours des tragédies ou des histoires d'amour impossibles. Roméo et Juliette, Titus et Bérénice, Tristan et Isolde, jusqu'à la route de Madison. Et pourtant, il ne faudrait pas mal interpréter ce mythe de l'androgyne raconté dans le banquet. Parce que si Platon a fait raconter ce mythe par Aristophane, c'est précisément parce que Aristophane est un poète comique. Et non seulement Aristophane est un poète comique, mais il est surtout un ennemi de la philosophie et un ennemi de Socrate. Le véritable Aristophane qui a existé a écrit une comédie intitulée Les Nuées, qui est restée célèbre jusqu'à nos jours, qui est encore souvent jouée au théâtre et qui figure toujours dans les programmes scolaires. Or, cette comédie, Les Nuées, se présente comme une critique de la philosophie et tourne en ridicule le personnage de Socrate. Et au dire de Platon, c'est cette comédie d'Aristophane qui provoqua, entre autres, le procès de Socrate et finalement sa condamnation à mort. Donc, vous comprenez bien que Platon ne peut pas mettre la vérité dans la bouche d'Aristophane. D'ailleurs, il suffit de lire quelques extraits du récit d'Aristophane dans le banquet pour comprendre combien le mythe de l'androgyne est présenté sur le mode comique. Voici quelques exemples pour vous faire une idée. Je cite. « Chaque être humain était dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, 4 mains, autant de jambes, 2 visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces 2 visages opposés, une seule tête, 4 oreilles, 2 organes reproducteurs, et tout le reste à l'avenant. Il marchait droit comme à présent, dans le sens qu'il voulait, et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les saltimbanques qui tournent en cercle en lançant leurs jambes en l'air. S'appuyant sur leurs membres, qui étaient au nombre de 8, ils tournaient rapidement sur eux-mêmes. Ils étaient sphériques et leur démarche aussi. » Fin de citation. Autre exemple, la colère de Zeus. Là encore, écoutez bien comment le récit est présenté sur le mode comique. Je cite. « Je crois, dit Zeus, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur insolence. C'est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux, l'un après l'autre. Ils marcheront droit sur leurs 2 jambes. Et s'ils continuent à se montrer insolents, je les couperai encore une fois en 2 et je les réduirai à marcher sur une jambe à cloche-pied. » Fin de citation. Bon, je ne vais pas vous citer tout le texte, mais vous avez bien compris que cette histoire d'androgyne, ce n'est pas la véritable théorie platonicienne de l'amour, même si quelques lycéens étourdis la présentent souvent comme telle dans leurs copies. Le mythe de l'androgyne, c'est en fait une parodie de la théorie de l'amour. D'ailleurs, Aristophane, dans le banquet, implore les convives qui l'écoutent de ne pas se moquer de ce qu'il raconte. Bref, le mythe de l'androgyne, c'est une sorte de vengeance de Platon contre Aristophane. Et pas seulement parce que la façon dont Aristophane raconte ce mythe est comique, presque bouffonne, mais surtout parce que le sens du mythe est philosophiquement irrecevable. En effet, si c'était le désir de retrouver notre moitié perdue qui nous poussait à chercher l'amour, et si la quête de l'amour n'était rien d'autre que la quête de notre unité originelle, alors ce ne serait pas l'autre que nous rechercherions dans l'amour, ce serait nous-mêmes. Or, Platon ne peut accepter une telle conception de l'amour. Pourquoi ? Parce que pour Platon,
l'amour n'est pas la recherche d'une fusion avec nous-mêmes, mais plutôt une aspiration à dépasser notre individualité. Alors que la vision d'Aristophane dépeint l'amour comme un retour à un état antérieur, et donc comme une régression, Platon, au contraire, conçoit l'amour comme une force motrice, comme une puissance qui nous pousse vers quelque chose qui précisément n'est pas nous-mêmes. Dans le véritable amour, il ne s'agit donc pas de retourner en soi-même, mais il s'agit au contraire de sortir de soi-même. Jusqu'à présent, les convives du banquet, dans leur éloge de l'amour, l'ont présenté comme un dieu, le dieu Eros. Car pour les Grecs, c'est le dieu Eros qui incarne, qui personnifie l'amour. Et ils ont, chacun à leur tour, et chacun de façon différente, loué la grandeur d'Eros. Or, au moment où Socrate doit prendre la parole, celui-ci est dubitatif. Doit-il lui aussi faire l'éloge du dieu Eros, c'est-à-dire ne mentionner que les qualités d'Eros, ou bien doit-il chercher à dire la vérité sur Eros ? Socrate déclare donc, je cite, « J'ai été naïf en vous promettant de faire à mon tour l'éloge d'Eros, car je me rends compte que je n'entends rien à la manière de louer quoi que ce soit. Je pensais en effet qu'il fallait dire la vérité sur l'objet que l'on loue, mais il semble, à vous écouter, qu'il s'agit plutôt, au contraire, d'attribuer au sujet dont on fait l'éloge les qualités les plus grandes et les plus belles possibles, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Il était convenu, au début du banquet, que chacun ferait l'éloge d'Eros. Or, je vous vois remuer ciel et terre pour faire le plus grand éloge d'Eros, mais sans vous soucier de dire la vérité sur lui. Et moi, je ne pourrais pas le louer de cette façon-là. Je consens donc seulement à vous parler d'Eros si vous me laissez en parler à ma manière, c'est-à-dire en suivant la vérité, sans me soucier de rivaliser d'éloquence avec vous. » Fin de citation. Peu importe donc de savoir si Eros est le plus beau, le plus grand, le plus courageux ou le plus habile des dieux. Ce qui préoccupe Socrate, c'est de chercher à dire qui est vraiment Eros. Eros est amour. L'amour désire l'objet vers lequel il tend. Et s'il tend vers cet objet, c'est nécessairement qu'il ne l'a pas. Car celui qui désire ne désire jamais quelque chose qu'il a déjà. Ainsi, comme le démontre Socrate, un homme qui est grand ne saurait vouloir devenir grand. Et un homme qui est fort ne peut vouloir devenir fort. Pas plus qu'un homme bien portant ne peut souhaiter devenir bien portant. Donc, si Eros est amour, c'est qu'il désire la beauté. Et s'il désire la beauté, c'est parce qu'Eros ne possède pas la beauté. Ainsi donc, Eros, autrement dit l'amour, n'est pas beau. Comment est-ce possible ? Pour expliquer ce paradoxe, Socrate va raconter l'histoire de la naissance d'Eros. Cette histoire, la voici. Lors du banquet organisé chez Zeus pour célébrer la naissance d'Aphrodite, deux divinités aux natures opposées se retrouvent. Poros, le dieu de l'abondance, et Pénia, la déesse de la pauvreté. Poros, ivre de nectar, s'endort dans le jardin. Pénia, quant à elle, désire ardemment avoir un enfant avec Poros, car étant dépourvue de toute ressource, elle cherche à combler ce manque par la fertilité de Poros. Profitant du sommeil de Poros, Pénia s'allonge donc près de lui et tombe enceinte. De cette union naît Eros, un être à la nature complexe et contrastée, puisqu'il va hériter des traits de ses deux parents. Fils de Pénia, il est toujours pauvre et loin d'être beau et délicat comme on le pense généralement, il est maigre, malpropre, sans chaussures, sans domicile, sans couverture, couchant à la belle étoile, auprès des portes et dans les rues. Mais Eros est aussi le fils de Poros, le dieu de l'abondance, et comme tel, il est sans cesse à la recherche de ce qui est beau et bon. Il est viril, hardi, persévérant, habile, rusé, et il est toujours curieux et avide d'apprendre. Eros est donc un personnage fondamentalement double. Et c'est pourquoi, selon le récit de Socrate, il n'est pas un dieu comme on le croit à tort, mais plutôt une sorte de démon.
Un démon, c'est-à-dire pour les Grecs, un être intermédiaire entre les dieux et les hommes. Donc, un intermédiaire entre l'abondance, c'est-à-dire ce qui caractérise les dieux, et la pauvreté, c'est-à-dire ce qui caractérise les humains. Et c'est pourquoi Eros, donc l'amour, est un être tour à tour mortel et immortel. Il est mortel comme les humains et immortel comme les dieux. Et en effet, nous le savons tous, l'amour est un sentiment qui est sans cesse mourant et renaissant, comme les Eros. Et nous savons tous aussi que lorsque nous ressentons de l'amour pour quelqu'un, nous nous sentons pauvres, nous doutons de notre beauté, nous ressentons de la peur à l'idée de ne pas être à la hauteur de l'être que nous aimons. Et simultanément, l'amour nous rend hardis, persévérants et rusés pour conquérir l'amour de l'autre. Autrement dit, lorsque nous sommes amoureux, nous sommes doubles, exactement comme Eros. Donc, nous avons dit que ce que recherche Eros, c'est la beauté qu'il n'a pas. Eros ne symbolise donc pas la possession de l'amour, mais la quête de l'amour. Et c'est pourquoi l'amour n'est pas un état stable, mais une tension. Il n'est jamais statique, mais toujours dynamique. L'amour est dynamique parce qu'il ne possède jamais ce vers quoi il tend. Et c'est pourquoi Eros est décrit, malgré sa pauvreté, comme un être entreprenant, énergique et ardent. Mais pourquoi est-il condamné à tendre sans cesse vers la beauté, sans jamais pouvoir l'atteindre? Parce que la beauté physique est une image, seulement une image, et comme toute image de quelque chose, elle correspond à un modèle. Or, si notre amour n'est jamais satisfait, c'est parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire uniquement de l'image de la beauté. En regardant l'image de la beauté, nous tendons nécessairement vers le modèle de la beauté, vers le modèle unique dont toutes les beautés physiques que nous rencontrons ne sont que des reproductions différentes et imparfaites. Donc, lorsque nous trouvons que quelqu'un est beau au point de l'aimer, c'est parce que nous percevons en lui une copie, une image de la beauté absolue qui n'existe pas dans le monde sensible, mais qui n'existe que dans le monde intelligible. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo que j'ai consacrée à l'allégorie de la caverne, rappelons que Platon suppose l'existence de deux réalités. Une réalité matérielle qui est la nôtre, le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous percevons par nos sens, donc le monde sensible, et une autre réalité, la réalité intelligible. Et Platon affirme que la réalité matérielle n'est qu'une copie, qu'un reflet de la réalité intelligible, que la réalité intelligible est plus réelle que la réalité sensible. Selon Platon, l'âme, avant d'être incarnée dans le corps humain, réside dans le monde intelligible où elle contemple les idées et acquiert une connaissance parfaite de la vérité. Ensuite, lorsque l'âme s'incarne dans le corps humain, elle oublie tout ce qu'elle avait appris dans le monde intelligible. Cependant, l'âme conserve la capacité de se souvenir de ses connaissances lorsqu'elle est stimulée par des objets du monde sensible qui ressemblent aux idées. Cette capacité, c'est ce que Platon appelle la réminiscence. Cette théorie de la réminiscence permet d'expliquer comment nous sommes capables de reconnaître certaines vérités lorsqu'elles se présentent à nous, comme par exemple les vérités mathématiques. Platon explique cela par le fait que lorsque nous comprenons quelque chose de vrai, nous ne faisons que nous souvenir d'une vérité que nous avons déjà contemplée dans le monde intelligible. Nos connaissances ne s'expliquent donc pas uniquement par le raisonnement, mais avant tout par une redécouverte de connaissances déjà acquises. Bon, mais quel rapport avec l'amour? Eh bien, c'est tout simple. Si, à travers chaque belle personne que nous aimons, c'est en réalité l'idée de la beauté que nous avons contemplée autrefois qui se rappelle à nous, alors l'amour est le moteur le plus efficace pour nous amener à la réminiscence. Car l'amour est un élan de l'âme vers la réalité intelligible. L'amour est donc ce qui relie le monde sensible au monde intelligible. L'amour d'un beau corps est un sentiment qui ne s'explique que parce qu'il suscite en nous
une réminiscence de la vision prénatale de la beauté que nous avons connue avant de nous incarner dans le monde sensible. Et c'est la violence de cette réminiscence qui provoque en nous le trouble indescriptible, miraculeux du sentiment amoureux. Alors, bien sûr, on peut multiplier les histoires d'amour, en espérant que plus on entre en relation avec des beaux corps, plus on rencontre la beauté. Mais en réalité, la multiplication des rencontres amoureuses ne nous rapproche pas de la beauté, elle nous en éloigne. Elle nous en éloigne parce que, à chaque nouvel amour que nous vivons, l'émotion amoureuse est toujours un peu moins intense. Et c'est pourquoi nous pensons souvent que notre grand amour est notre premier amour. Alors attention, je ne dis pas que la première personne que nous avons aimée est le plus grand amour de notre vie. Je dis que la première fois où nous avons aimé à la folie, la première fois où nous avons connu l'amour fou, nous semble toujours être la première fois où nous avons réellement aimé, quelles que soient les histoires que nous avions connues auparavant. Et que ce sentiment du premier amour fou, une fois qu'on l'a connu, il est souvent impossible de le connaître une nouvelle fois avec la même intensité. Et c'est pourquoi on parle généralement de cet amour comme de l'amour de notre vie. Ainsi, comme nous l'avons dit, chaque nouveau corps que nous aimons ensuite, non seulement ne nous rapproche pas de l'idée de la beauté, mais au contraire nous en éloigne. Il nous en éloigne parce que nous avons saisi intuitivement, lorsque nous avons connu l'amour fou pour la première fois, que ce n'est pas la multiplicité des rencontres qui nous permettrait de voir la forme intelligible de la beauté. Parce que la beauté n'est pas multiple, elle n'est pas divisible, elle est une. Le sentiment amoureux nous incite donc à passer du multiple à l'un. Platon soutient que l'érotisme est une ascension. L'ascension érotique nous donne l'élan pour contempler, au-delà des beaux corps, les belles âmes, et au-delà des belles âmes, la beauté elle-même. Ainsi, le sentiment amoureux, en nous projetant au-delà de notre enfermement dans le monde sensible, provoque en nous le désir de découvrir ce qu'il y a derrière les apparences. Et c'est donc bien le sentiment amoureux qui provoque en nous le désir de nous livrer à la philosophie. Alors certes, la philosophie est une activité terrestre, une activité à laquelle ne se livrent que les mortels. Comme l'écrit Platon, il n'y a aucun dieu qui s'occupe de philosopher, ni qui ait envie d'acquérir le savoir, puisqu'il le possède déjà. Mais cette activité humaine qu'est la philosophie nous permet de vérifier ce que l'amour nous a fait entrevoir, que derrière la multiplicité trompeuse des apparences se cache la réalité supérieure de l'unité. Et que le beau, le bien, le juste et le vrai sont en fait des mots que nous utilisons dans notre vie sensible pour désigner de différentes façons une seule et même réalité intelligible que nous avons oubliée au moment de notre naissance, l'unité. Mais si notre naissance physique a provoqué notre oubli de la réalité intelligible, l'expérience de l'amour, en revanche, marque le début du moment où nous commençons à nous ressouvenir de ce que nous avons oublié en naissant. Et là, nous touchons au paradoxe le plus étonnant de la conception platonicienne de l'amour. Ce n'est donc pas l'intelligence, mais c'est l'amour qui donne vie à notre esprit et à notre soif de philosophie. Eros apparaît ainsi comme le père de la philosophie. Et l'amour n'est donc pas, comme on l'imagine souvent, le but d'une vie heureuse, mais il est au contraire le commencement, l'acte initiatique de la pensée. Et la philosophie ne peut rien dire d'autre sur l'amour, parce que ce n'est pas la philosophie qui permet de découvrir ce qu'est l'amour. C'est au contraire l'amour qui permet de découvrir ce qu'est la philosophie. Parole de philosophe.